Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Dominique de Villepin annonce son plan pour l'islam de France. Le ministre de l'Intérieur veut des imams français qui parlent français et qui connaissent le droit et l'instruction civique. Ils doivent aller à l'université, dit-il. Tout serait à refaire pour les intermittents du spectacle. Un rapport parlementaire signé par la droite et la gauche estime que l'accord de juin 2003 n'a rien réglé, ni le déficit, ni les abus. L'UNEDIC n'est pas d'accord. Les intermittents, eux, relancent leurs actions. Sécurité routière, les sanctions pour excès de vitesse vont être modulées. Le décret a été publié aujourd'hui. De 45 € pour les plus petits dépassements à 6 points de permis enlevés et 1 500 € pour les plus grands. Bien, mais peut mieux faire. L'école française se situe un peu au-dessus de la moyenne des pays développés. C'est la conclusion d'une grande étude réalisée auprès de dizaines de milliers d'élèves. Ce sont les jeunes finlandais qui ont les meilleurs résultats. Pour la première fois de son histoire, l'Afghanistan a un président élu. Hamid Karzai a prêté serment aujourd'hui sous l'œil de ses parrains américains. 3 ans après la chute des talibans, a-t-elle permis de bâtir un État? Élément de réponse dans un instant. Enfin, l'énigme des criquets pèlerins, des Canaries à la Jordanie. Les scientifiques s'interrogent sur leur recrudescence et leur résistance. Aujourd'hui, c'est l'Australie qui est touchée. L'islam en France doit être un islam de France. C'est la ligne directrice du plan de Dominique de Villepin, qui souhaite donc des imams français qui connaissent la langue et les institutions françaises. Son plan a été annoncé aujourd'hui. En voici le détail avec, au passage, une photographie des musulmans de France livrée par le ministère de l'Intérieur. Le constat, vous allez le voir, remet les pendules à l'heure, notamment sur la proportion très limitée des intégristes. Laetitia Legendre. L'islam de France, un islam à l'immense majorité modérée. Selon le ministère de l'Intérieur, le fondamentalisme ces 4 dernières années n'a pas ou peu progressé. En France, sur 5 millions de musulmans, près de 10% d'entre eux sont des pratiquants réguliers qui se rendent au moins une fois par semaine à la mosquée. Des pratiques proches de celles des autres religions. Contrairement à certaines idées reçues, la place de l'islam radical, elle, demeure très faible. Moins de 7000 fidèles concentrés dans les régions parisiennes et lyonnaises essentiellement. Aujourd'hui, quelques 1200 imams exercent en France. Près d'un tiers d'entre eux ne parlent pas notre langue. C'est pourquoi Dominique de Villepin a annoncé ce matin dans Le Parisien la mise en place d'un cursus de formation pour les imams. Une formation théologique sera assurée par les instituts existants. Une formation profane, avec des cours de droit, de français et d'éducation civique, sera délivrée sous la responsabilité de l'université. Oui, l'idée est simple, d'ailleurs elle ne date pas d'aujourd'hui. Le tout est de savoir comment la mettre en œuvre. Alors les discussions vont commencer. Voici ce qui existe aujourd'hui en matière de formation. Il n'existe en fait que 3 centres en France. Reportage dans l'un d'entre eux, Éléonore Gay, Guillaume Viard. Les quais de la Seine, côté banlieue industrielle. Quelques lettres peintes à la main en guise d'enseigne. L'Institut européen des sciences humaines est une sorte d'université islamique en région parisienne. Depuis 2001, cette école privée forme les futurs imams et les cadres religieux de l'islam français. 4 ans d'études minimum, des cours de Coran, de théologie ou de droit musulman, en arabe et en français. Ça concerne le droit de la famille, parce qu'il y a aqd de zawaj, le contrat de mariage, c'est notre domaine des faits. Le but, c'est pas de comprendre seulement sa religion, c'est de comprendre sa religion et de la transplanter, entre guillemets, dans la société où nous sommes. 3 fois par jour, les cours s'interrompent pour la prière. Avec le projet de Dominique de Villepin, ce centre pourrait toujours assurer le volet religieux de la formation des imams. Il appartient à l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, accusée par certains de dispenser un enseignement trop strict de l'islam, voire rigoriste. Rigoriste, ça dépend toujours de quel point de vue on se place, parce que pour quelques-uns, pour eux, un musulman modéré, c'est un musulman qui n'a aucune pratique. Je dirais, nous, on est plutôt pour un islam pratiqué, mais dans une vision de juste milieu, dans une vision de modération. Quant au souhait du ministre de voir tous les imams parler français, il laisse certains un peu sceptiques. Les 90% d'imams en question ont choisi de venir en France. Donc ils ont aimé notre pays. Et s'ils avaient trouvé que dans notre pays, il y a une nécessité absolue que dans l'exercice du culte musulman, ils puissent parler la langue française, ils auraient appris la langue française. Le ministre de l'Intérieur souhaite pourtant que la nouvelle formation débute dès la rentrée prochaine.
Et puis un dernier mot pour contrôler les fonds, souvent d'origine étrangère, qui serviront à la construction des lieux de culte ou de formation. Dominique de Villepin souhaite les faire transiter par une fondation, mais il n'y aura pas de financement par l'État, dit-il, pas question de toucher à la loi de 1905. Les députés ont adopté tout à l'heure le projet de loi Borloo sur la cohésion sociale. Après plus de 2 semaines de débats marathon, l'UMP et l'UDF ont voté pour. Le plan prévoit, je vous le rappelle, entre autres, la création d'un contrat d'avenir destiné aux bénéficiaires de minima sociaux, la réforme de l'apprentissage, la fin du monopole de la NPE en matière de placement ou encore l'accélération de la construction de logements sociaux. Et puis, les députés ont achevé leur mission d'information sur le problème des intermittents du spectacle. Et pour eux, le nouveau protocole de juin 2003, qui a suscité tellement de contestations, n'a rien réglé, ni le déficit abyssal, ni les fraudes. Bref, tout serait à refaire. Et pendant ce temps, les intermittents eux-mêmes relancent l'action. Ils dénoncent un retard dans le traitement des dossiers. Isabelle Bechler, Marie-Hélène Bonneau. Aux assédiques du spectacle, ce matin, ils ont trouvé porte close, sans préavis. L'agence avait peur d'être occupée par des manifestants, tant le mécontentement est grand. Le problème, c'est que nous, on nous doit de l'argent et personne ne nous met au courant des difficultés des assédiques. Moi, je veux bien qu'ils aient des difficultés des assédiques. C'est difficile à mettre en place un projet comme ça. Moi, je connais plein de gens qui se sont fait éjecter et on leur a pas dit pourquoi, on leur a pas expliqué pourquoi. Donc ça veut bien dire qu'il y a un dysfonctionnement. Le fonds de solidarité de 80 millions d'euros, débloqué par le ministre de la Culture, n'a été utilisé que par 1000 artistes et techniciens, alors qu'on en attendait 13 000. Quant à ceux qui restent dans le système, ils gagnent moins de 1 400 € par mois pour 84% d'entre eux. Ce matin, la coordination occupait une société privée sous-traitante de l'UNEDIC, espérant comprendre le retard de traitement des dossiers. Et de fait... Nous avons 8000 agents assédiques dans 800 sites à former, pour lesquels il faut expliquer les nouvelles règles. Donc quelques problèmes techniques, ça et là, et c'est vrai qu'au démarrage, je le conçois, depuis le 20 septembre, il y a eu, ça et là, des difficultés. À l'Assemblée nationale, pendant ce temps, les députés, toutes tendances confondues, condamnaient le protocole incriminé par les artistes. Il y a urgence à revoir ces accords, parce que non seulement, comme nous l'avions dénoncé d'emblée, ils n'ont pas permis de réaliser des économies, mais en plus, ils ont eu des conséquences sociales extrêmement fâcheuses. Après le ministre et les intermittents, les députés réclament une renégociation. La balle est dans le camp du MEDEF. Un coup de pouce pour les dons aux associations. L'Assemblée a voté hier un amendement qui porte de 60 à 66% la déduction fiscale. Le mois dernier déjà, le gouvernement avait décidé qu'elle serait de 75% pour les associations caritatives, type Resto du Cœur. En clair, si vous donnez 100 €, vous n'en payez que 25. Et il est vrai que les Français sont plutôt en retard en matière de dons. Martin Gouès, Nathalie Gallet. Encore un nouveau record au Téléthon, près de 100 millions d'euros de promesses de dons le week-end dernier. Des dons en partie déductibles des impôts. Avec le nouveau barème, 75% des dons faits aux associations alimentaires sont déductibles des impôts, 66% pour les autres associations. Une différence qui fait craindre une générosité à deux vitesses. On peut peut-être imaginer que les donateurs qui donnent en ce moment pour la recherche médicale, en voyant une telle différence de taux, peuvent donner après, transférer leurs dons à des associations qui bénéficient de l'amendement Coluche. Un préservatif. Tous les ans, les Français donnent toujours un peu plus. Le montant total des dons est de 2 milliards d'euros. Sur cette somme, 1,250 milliard sont déclarés aux impôts. Avec les déductions d'impôts, c'est près de 700 millions en moins dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, l'État fait un petit cadeau fiscal pour les personnes généreuses, bien entendu, mais il faut bien comprendre que ça représente une goutte d'eau. C'est à peine quelques dizaines de millions d'euros, sachant que le total des recettes fiscales de l'État est d'environ 720 milliards d'euros. Vous imaginez ce que l'UNICEF peut faire avec 20, 30, 40 euros? L'UNICEF a besoin de vous. Mais ces réductions d'impôts ne donnent pas de coup de pouce aux dons. Seulement un Français sur 3 donne de l'argent aux associations, contre un Allemand sur 2 et 8 Américains sur 10, de loin les plus généreux. Et on dit bien 100 € et pas 100 €. Le procès des 11 jeunes qui avaient passé à tabac et grièvement brûlé un vigile de Saint-Herblain s'est ouvert aujourd'hui à Nantes. L'homme, la victime qui a été défiguré, on l'entendait hier, impressionne par son courage et sa sérénité. Il a décidé d'assister à l'audience pour faire face à ses agresseurs. Sur place, Jacques Deveau, Michel Hiver.
Pour Thierry Thoméret, l'instant était chargé d'émotions. Enfin, dans cette cour d'assises, il allait croiser le regard de ses agresseurs. Peut-être humain, surpris, avec plein de questions. On va voir, c'est impressionnant, très très impressionnant. Face à lui, 11 accusés, 11 jeunes qui tous habitent le Sillon de Bretagne, une immense barre qui domine le centre commercial où s'est déroulée l'agression. Un quartier de relégation, selon un des défenseurs. Dans beaucoup de quartiers, dans les périphéries des villes, on rencontre ces jeunes qui ne sont pas des jeunes agressifs pour autant, mais pas insérés aussi pour autant. Les jeunes et les vigiles se connaissent de longue date, mais les relations vont se dégrader. Progressivement, le rapport de force se durcit, la violence s'installe jusqu'à son paroxysme. C'est une opération punitive qui a peut-être dérapé. Moi, je veux bien croire qu'au début, ils étaient uniquement partis pour casser le magasin, mais le résultat, c'est qu'il y a un homme qui est handicapé. Ce débordement de violence a conduit 11 jeunes devant les assises. Reste à savoir qui a lancé le cocktail Molotov. Car malgré de nombreuses contradictions, la plupart des jeunes n'y avoir participé à l'expédition. Du nouveau peut-être dans l'affaire de la disparition de Géraldine Giraud, la fille de Roland Giraud. L'homme qui avait été arrêté en possession de sa carte bleue et de celle de son amie, disparue elle aussi, a demandé à voir le juge. Il affirme que les deux jeunes femmes lui ont volontairement remis cartes et codes. Elles souhaitaient, selon lui, se procurer de faux papiers. Fanny Auvergne, Francis Forget. 5 heures d'audition dans le cabinet du juge d'instruction hier pour le suspect principal dans l'affaire de disparition de Géraldine Giraud et de son amie Katia L'Herbier. 1 mois que les deux jeunes femmes ont disparu dans l'Yonne et toujours aucune nouvelle. Hier, Jean-Pierre T, 41 ans, garde forestier, arrêté le 23 novembre dernier en possession de la carte bleue de Géraldine Giraud, a tenu à s'expliquer. Oui, il a bien aidé les deux jeunes femmes à disparaître en leur fournissant de faux papiers, dit-il. Il précise même que c'est Géraldine Giraud qui lui a volontairement donné sa carte bleue. La remise de la carte bleue, c'est faite de manière volontaire, enfin ce qu'il indique, c'est fait de manière volontaire par les deux jeunes femmes. Stéphane Carpentier est très inquiet. C'est un ami d'enfance de Katia L'Herbier qu'il décrit comme quelqu'un de stable et d'équilibré. Contrairement à ce qui a pu être révélé, enfin, soi-disant avoué par le gars qui a été arrêté, là, il n'y a aucune raison pour que Katia, en tout cas, ait eu envie de disparaître. Dans sa vie, ces derniers temps, tout allait pour le mieux. Fugue volontaire ou assassinat, les enquêteurs vérifient minutieusement la nouvelle déposition du suspect qui reste incarcéré à Auxerre. En bref, l'affaire des explosifs égarés à Roissy, une procédure disciplinaire a été diligentée contre les deux gendarmes pour fraude professionnelle grave et ils ont été écartés à titre conservatoire de leur fonction de maître chien. La sécurité routière, petit dépassement de vitesse, petite amende, grand dépassement, grande amende, c'était la formule de Jean-Pierre Raffarin au printemps dernier. Eh bien la voilà traduite dans la loi, le décret a été publié aujourd'hui. Les sanctions pour excès de vitesse vont être modulées un peu plus. Voici ce qui attend les imprudents. Valérie Fourniou, Mathieu Birden. Dès demain, les excès de vitesse ne dépassant pas 20 km/h seront moins sanctionnés. Hors agglomération, l'amende passe de 135 à 68 €. Et si vous la payez sur place, de 90 à 45. En ville, pas de changement. L'amende s'élève toujours à 135 € et 90 si elle est payée immédiatement. Pour les excès supérieurs ou égaux à 20 km/h, idem. Le montant de l'amende ne change pas, comme le nombre de points retirés sur le permis. C'est toujours de 2 à 4 points en fonction de la vitesse. En revanche, pour les dépassements de plus de 50 km/h, la sanction s'aggrave jusqu'à 1 500 € d'amende et surtout un retrait de 6 points sur le permis au lieu de 4. Les petits excès de vitesse, pour certains, c'était vécu comme je suis un délinquant routier et c'était inacceptable. Mais l'aggravation en ce qui concerne les grands excès de vitesse, là c'est tout à fait pédagogique parce qu'on montre l'intentionnalité de celui qui commet ce délit. Avec cette nouvelle mesure, il suffit donc aujourd'hui de 2 excès de vitesse de plus de 50 km/h pour perdre son permis et devoir le passer à nouveau. Une journée de grève dans l'éducation nationale, un mouvement moyennement suivi selon le ministère, 24% dans les collèges, 23% en lycée, 15% en lycée professionnel.
Le principal syndicat enseignant, le SNES, donne lui des chiffres nettement plus élevés, 43% de grévistes en moyenne. Un mouvement pour protester contre un budget jugé trop restrictif et contre les suppressions d'emplois et aussi plus généralement contre, je cite, la vision libérale qu'a le gouvernement de l'école. Journée marquée également par des rassemblements. Le plus important a eu lieu à Paris, entre 3500 et 10 000 manifestants selon les organisateurs. L'école française, justement, est-elle à la hauteur? Une nouvelle enquête réalisée auprès de dizaines de milliers d'élèves dans les pays les plus riches donne une réponse plutôt positive. Cette enquête porte sur les savoirs acquis en mathématiques, en résolution de problèmes et en compréhension de l'écrit. Les jeunes Français sont dans la moyenne légèrement supérieure, loin derrière les Finlandais ou les Coréens et loin devant les Italiens ou les Américains. Julia Delage et Léonore Gay. En progrès, mais peut mieux faire. Voilà le bulletin de la France cette année. Elle se classe en 13e position sur 41 pays. Fort en algèbre et en logique, les jeunes Français sèchent en calcul et manquent de précision dans leurs explications. Alors, depuis plusieurs années, on sent que nos performances plafonnent, voire même qu'elles sont en lente érosion par rapport aux autres pays européens. Et cela malgré les efforts considérables qui ont été faits depuis 15 ans. Pour la seconde année consécutive, la Finlande décroche le prix d'excellence. Également au tableau d'honneur, la Corée du Sud et Hong Kong. En détail, les résultats de la France sont assez homogènes. 12e en mathématiques et expression écrite, 10e en sciences. Meilleure que l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne ou les États-Unis, la France traîne derrière la Suisse ou le Canada. En cause, le manque de confiance des élèves. Toujours vécu comme une sanction, la note angoisse les jeunes Français. Enfin, sujet d'inquiétude révélé par cette enquête, en 3 ans, le nombre d'élèves en grande difficulté a augmenté de 50%. Et puis on dit souvent que nous sommes en retard dans l'apprentissage des langues vivantes. C'est l'un des aspects de la loi Fillon qui s'est inspiré notamment de l'exemple espagnol. Là-bas, on apprend une première langue dès le cours préparatoire. Reportage Nabila Tabouri, Vincent Kellner. Ils chantent en anglais, mais ils sont espagnols. Ces écoliers de Madrid ont 5 ans et sont en dernière année de maternelle. L'anglais, ils l'apprennent en jouant depuis 2 ans déjà. Ils savent dire baignoire et plus d'une centaine d'autres mots. Et ces élèves ne sont pas des privilégiés, c'est comme ça dans presque toutes les écoles maternelles d'Espagne. Ils sont capables de prononcer correctement. On travaille aussi le vocabulaire et quand ils devront apprendre à écrire et lire en anglais, ils n'auront aucun problème. C'est l'objectif. Autre école publique et méthode encore plus intensive. Ils ont aussi 5 ans, mais la classe est ici 100% bilingue. Debout, assis, debout, touchez vos yeux. Maintenant vous êtes des singes. Ces écoliers comprennent aussi bien l'anglais que l'espagnol. Ils ne sont pas conscients qu'ils apprennent l'anglais. Ils jouent, lisent et peignent en anglais. C'est très ludique, car tout se fait autour des jeux. Voici le cours de littérature des plus grands. Ils sont en dernière année d'école primaire et ils sont capables de raconter l'Iliade et l'Odyssée dans la langue de Shakespeare. Ils la pratiquent 9 heures par semaine, quelle que soit la matière. Nous avons dessin en anglais et éducation physique. Depuis qu'ils ont 3 ans, ces enfants ont toujours appris l'anglais en s'amusant. C'est pour ça que ça marche. On reste en Espagne avec la nouvelle lune de miel entre Paris et Madrid. Ce n'est pas un secret de dire que les rapports entre Jacques Chirac et José María Aznar n'étaient pas au beau fixe. Eh bien, pour la première fois, le président de la République rendait visite à son successeur, José Luis Zapatero. Cette fois, l'identité de vue est totale sur la Constitution européenne, comme sur la lutte contre le terrorisme. Jean-Paul Chapelle, Alain Dubas. Bonjour madame, bonjour monsieur. Même en Espagne, Jacques Chirac ne résiste pas au plaisir d'un petit bain de foule. Une visite de Saragosse sous haute sécurité
Au lendemain des attentats signés ETA, les forces de police étaient discrètement mobilisées. Au menu de ce sommet, le terrorisme bien sûr. La coopération franco-espagnole a déjà permis d'affaiblir l'ETA. Les deux pays vont poursuivre leurs efforts. On a aussi parlé construction européenne. L'Espagne sera le premier pays à organiser un référendum sur la Constitution le 20 février prochain et le oui devrait l'emporter. Un modèle pour l'Europe, selon Jacques Chirac. Il est capital, la responsabilité de l'Espagne aujourd'hui est grande dans ce domaine. Il est capital que les autres peuples qui vont suivre en matière de référendum puissent être dynamisés par l'Espagne et la volonté exprimée par le peuple espagnol et sa confiance dans l'avenir de l'Europe. Et à l'invitation de son ami espagnol, Jacques Chirac viendra lui-même faire campagne pour le oui, ici en Espagne, le 11 février prochain. Une nouvelle intimité entre la France et l'Espagne. Dès son arrivée au pouvoir, en mars dernier, José Luis Zapatero avait utilisé cette expression qui résume bien le réchauffement des relations entre les deux pays. Une nouvelle intimité revendiquée aujourd'hui par la France. Ironie de l'histoire, pour Jacques Chirac, le courant passe beaucoup mieux avec Zapatero, le socialiste, qu'avec Aznar, le conservateur. Pour la première fois de son histoire, l'Afghanistan a un président élu. Hamid Karzai a prêté serment aujourd'hui sous l'œil de ses parrains américains. 3 ans après la chute de Kaboul, c'est l'heure du bilan. D'un côté, un État qui s'installe, qui progresse. De l'autre, des chefs de guerre toujours très puissants et le retour généralisé de la culture de l'opium. Samassoula. Hamid Karzai est le premier président élu d'Afghanistan. C'est sur le Coran que ce Pachtoun de 47 ans a prêté serment devant un parterre de dignitaires étrangers. Au premier rang, Dick Cheney, le vice-président américain, et Donald Rumsfeld, le secrétaire à la Défense, ses parrains américains. Dans son discours, Hamid Karzai n'a pas manqué de rappeler que la lutte contre le terrorisme était loin d'être terminée. Et c'est vrai que la sécurité n'est pas encore rétablie en Afghanistan. La présence de 18 000 soldats de la force internationale a permis de sécuriser Kaboul et sa région. Le reste du pays est toujours soumis aux chefs de tribus et aux seigneurs de guerre. Milices privées, rackets, trafics en tout genre prospèrent. En 2002, à Kandahar, un attentat a même visé Hamid Karzai. Depuis, il ne se sépare plus de ses gardes du corps américains. L'enjeu pour les 5 prochaines années sera d'étendre son autorité aux 34 provinces du pays. Après la chute des talibans et la libération de Kaboul en novembre 2001, les partisans du Mollah Omar ne se sont pas tous envolés du jour au lendemain. Fondus dans la population, cachés dans les zones tribales où les Américains traquent toujours Ben Laden, ils continuent à terroriser la population. Les lois tribales, appliquées à la lettre par certains chefs, rappellent étrangement celles des talibans. Leur règne a laissé des traces. L'Afghanistan serait-il devenu le plus grand champ de drogue au monde? Les talibans avaient réussi à éradiquer la culture du pavot, mais depuis 3 ans, la production s'est envolée. Un Afghan sur 10 vit de cette activité. Hamid Karzai dit avoir déclaré la guerre sainte à la drogue. Ce ne sera pas son moindre défi. En bref, la branche saoudienne d'Al-Qaïda a revendiqué l'attentat d'hier contre le consulat américain de Jeddah. Le bilan a été ramené à 9 morts. C'est la première action terroriste perpétrée contre une mission diplomatique occidentale dans le pays. Al-Qaïda qui se dit déterminé à renverser la famille royale saoudienne et à chasser les Occidentaux du berceau de l'islam. Ce rappel quotidien en Irak. Nos confrères Christian Chesneau et Georges Malbruno sont retenus en otage depuis 110 jours maintenant. Enfin, une note positive au Proche-Orient, très positive même. L'Égypte affirme avoir abouti à une entente entre représentants israéliens et palestiniens en vue d'une relance du processus de paix. La tenue d'une conférence l'été prochain à Washington est même envisagée. Un responsable israélien a confirmé cette éclaircie, mais sans évoquer pour l'instant la dite conférence. La France a-t-elle encore sa place en Côte d'Ivoire? La question est posée après les derniers événements pour les militaires français, mais aussi pour les résidents français. 1 mois après, tout juste, ils ne sont que quelques-uns à être revenus et ceux qui sont restés, vous allez le voir, envisagent de partir. L'une de nos équipes est retournée sur place à Abidjan. Reportage Éric Monnier, Philippe Turpot. Grand Bassam, déserté des touristes. Et comme beaucoup de villes ivoiriennes, vidé aussi de ses résidents français.
Après l'évacuation du mois dernier, ils ne sont plus qu'une trentaine dans cette ancienne capitale coloniale française. Comme Gilles, ex-réalisateur de télévision, débarqué ici il y a 2 ans. Il a investi tout ce qu'il avait dans cette auberge au bord de lagune. Aujourd'hui, il s'accroche à sa petite affaire comme à son rêve. C'était programmé depuis des années. Mais hélas, bon, c'est mal tombé, quoi. Hein, mal tombé. La date était mal choisie, mais pourtant j'attendais. Hein. Pendant les pillages du mois dernier, Gilles a trouvé refuge chez les militaires français. Il y est resté 4 jours. Vous avez eu peur ça? Ah oui, à un moment donné, ouais, j'ai eu peur. Quand on est parti en convoi sur Abidjan, escorté par les blindés, bon, tout ça c'est un peu impressionnant. Surtout quand je laisse tout ça ici, je me dis, si quelqu'un met une allumette là, hein, bon, ça je perds tout, j'ai plus rien. Hein. Petit à petit, Gilles reprend ses habitudes au milieu de la foule africaine. Mais quelque chose semble cassé, la confiance rompue. Tu vois, avant j'allais me balader dans le marché tout seul, maintenant j'y vais pas pour le moment. Mais j'espère que d'ici un mois ou deux, je pourrai être sûr de pouvoir y aller, quoi. À l'autre bout de Bassam, le vieux Michel, autre génération, autre style. Vous savez ça qu'ils ont défoncé son portail? Vous avez été attaqué là? Attaqué? Mon cher, ils voulaient ma peau. Regardez les cocktails Molotov là, regardez les pierres là. C'était moi ou eux. Voilà comment il faut vivre. Voilà. Voilà comment il faut vivre. Le vieux, il a claboté. 43 ans de Côte d'Ivoire, mais le vieux blanc songe à partir. Ah oui, je vais foutre le camp, mais je rentre pas en France. Pour vivre en les Français, là-bas, ma vie était ici, hein. Je vais partir au Togo, au Bénin. Ce qu'il faut qu'on fasse, si les écoles françaises ne peuvent pas rouvrir et si la situation ne s'arrange pas ici, ben on va changer de pays. Les écoles françaises, elles ont été détruites et Gilles n'est plus très sûr de vouloir vivre une année supplémentaire sans sa femme et ses enfants. Comme beaucoup de ses compatriotes, une question le taraude, quel avenir pour les Français en Côte d'Ivoire? En bref, un gros contrat pour Dassault Aviation. Le ministère français de la Défense annonce une commande de 59 nouveaux avions de combat Rafale. C'est la plus importante à ce jour pour cet appareil lancé en 1988. Montant du contrat 1,6 milliard d'euros. L'ex-PDG de Vivendi Universal, Jean-Marie Messier, et le groupe lui-même ont été condamnés à payer 1 million d'euros chacun par l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse. Ils sont soupçonnés, vous le savez, d'avoir présenté les comptes de façon fallacieuse entre 2000 et 2002. Jean-Marie Messier annonce qu'il va faire appel. Rappelons qu'une instruction judiciaire est toujours en cours dans ce dossier. L'exode symbolique des médecins spécialistes à Barcelone. Ils sont 1 millier à avoir fait le déplacement pour dénoncer notamment le gel des honoraires. Alors nous avons tout simplement cherché à comparer le traitement d'un médecin gynécologue en France et en Espagne. Reportage Isabelle Quintard, Abdelzouyesh. Barcelone. C'est dans la capitale catalane et dans ce palais des congrès que les 1111 médecins libéraux exilés se sont réunis. Parmi eux, Jacques Saragossi, gynécologue obstétricien. En travaillant 70 heures par semaine, ce médecin gagne 4 500 € net par mois. Mais à cause de ses charges, il est obligé de pratiquer régulièrement des dépassements d'honoraires. Actuellement, nous avons de grosses difficultés financières qui nous empêchent de nous former, qui nous obligent à avoir des durées de consultation extrêmement courtes, parce que tout simplement nos honoraires n'ont pas été réévalués depuis 1995, que nos charges ont augmenté de manière considérable, comme pour tous les Français, mais qu'en plus, moi, accoucheur, je exerce une profession à risque et que mon assurance professionnelle a été multipliée par 10 en 10 ans et est actuellement de 16 000 €, c'est-à-dire quasiment 100 000 francs. L'Espagne, où ils ont choisi de s'exiler, pourrait-elle attirer ces médecins? Hola, buenos días, Claire. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Elisabeth Delamo est elle aussi gynécologue obstétricien, mais à Barcelone. Et effectivement, elle ne dépense que 500 € par an pour son assurance professionnelle. En revanche, côté salaire, la différence s'inverse, même en travaillant à la fois dans le privé et dans le public. La rémunération dans l'hôpital public est aux alentours de 2 400 € et dans l'activité privée aux environs de 2 600 € par mois, tenant compte que nous travaillons une 60 heures par semaine. Soit un peu plus de 4 000 € net par mois. C'est 30% de moins que le salaire moyen d'un gynécologue obstétricien en France. Dernière différence, certaines conditions de travail plus favorables. Les Espagnols ne manquent pas de médecins, à la différence des Français. Et c'est ainsi que chaque année, des Français choisissent de s'exiler définitivement sous le soleil espagnol. Le lancement aujourd'hui d'une campagne pour la sécurité en montagne, maîtriser sa vitesse, laisser la priorité aux skieurs situés en aval. Ce sont les deux messages qui seront affichés sur 400 pylônes de remontée mécanique dans 76 stations. Rappelons qu'un premier accident a fait 1 mort samedi dernier. Et on le sait, c'est le hors-piste qui fait le plus de victimes. Cette année, un nouveau dispositif de recherche en cas d'avalanche a été mis au point. C'est une innovation qui pourrait épargner beaucoup de vies. Elle s'appuie
tout simplement sur les téléphones portables. Dossier signé Mathias Sillon, Mathias Second. Sauvé après une semaine dans un abri de fortune en plein cœur du massif de la Vanoise. Ces randonneurs à ski avaient pu donner des nouvelles grâce à leur téléphone portable, mais personne ne pouvait les localiser. L'avalanche, la terreur des passionnés de montagne. Lorsqu'on est pris sous une coulée de neige, l'espérance de vie ne dépasse guère 15 minutes. Les services de secours cherchent donc en permanence les moyens d'intervention les plus rapides. Dans ce sachet jaune, un simple téléphone portable. Ce sauveteur suisse l'enfouit dans la neige pour les besoins de la démonstration. L'exercice consiste à le localiser depuis un hélicoptère. Jusqu'à présent, c'était impossible. Dans l'appareil, le copilote dispose d'un ordinateur de poche relié au système de détection. Moins de 10 minutes après le décollage, le téléphone est localisé. La marge d'erreur est faible, moins d'1 mètre. Les sauveteurs peuvent alors intervenir. En fait, l'appareil de détection se comporte comme un relais de téléphonie mobile. Sur une bande de 300 mètres, il émet un signal que tous les portables qu'il rencontre vont renvoyer. Jusqu'à présent, le seul équipement fiable, c'était l'ARVA, l'appareil de recherche de victimes en avalanche. Il a sauvé des vies, mais peu de randonneurs en sont équipés. Le portable, lui, est désormais dans toutes les poches. Pas d'équipement spécifique. Pour le skieur, c'est tout l'intérêt du nouveau système. Ça apporte que les personnes qui font du ski ne doivent pas s'acheter un système qu'ils n'utiliseront peut-être qu'une fois, peut-être, probablement jamais. Mais ils l'ont déjà, c'est ça le grand avantage. Mais l'inconvénient, c'est son prix, très élevé pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des prix au-dessus de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros. Et ça fait peur pour l'instant aux sociétés de sécurité civile? Pas forcément. Le problème, il est d'être sûr que ce moyen-là répond bien à leurs demandes. À la fin de l'exercice, la discussion s'engage entre les inventeurs du système et les acheteurs potentiels. Ces derniers pointent les limites du système. Si une personne est perdue dans une grande région, en montagne, dans une forêt ou autre, le système aujourd'hui n'a pas encore ce pouvoir de faire des recherches sur les grands secteurs. Mais l'efficacité est prouvée sur une coulée d'avalanche. Commercialisation probable, fin 2005. La mort de Canel, on a appris aujourd'hui que le chasseur qui a tué l'ours des Pyrénées a été mis en examen pour destruction d'espèces protégées. René Marquez, 62 ans, est laissé libre et sans contrôle judiciaire. Son avocat a indiqué qu'il plaiderait la légitime défense. Une nouvelle invasion de criquets en Australie qui ravage les champs et les cultures du sud du pays. Afrique de l'ouest, du nord et même Espagne et Portugal. Les nuages d'insectes, on en a parlé ici même, se sont multipliés cette année. Pourquoi ? Eh bien, les scientifiques évoquent des causes climatiques. Explication Frédéric Monteil, Frédéric Pasquet. Des joueurs de golf transformés en joueurs de cricket. Dans le sud-est de l'Australie, ces ravageurs ont envahi la ville de Wagga Wagga. Même les kangourous n'avaient pas vu cela depuis 40 ans. Je n'ose même plus étendre le linge. Ce matin, j'ai tout mis dans le sèche-linge. Un seul criquet consomme 2 grammes de végétaux par jour. Dès qu'il pleut et qu'il fait chaud, sa nourriture devient plus abondante. Il se multiplie alors frénétiquement. C'est ce qui se passe en Australie. Coïncidence, c'est aussi le cas au large de l'Afrique. Il y a une semaine, les touristes des Canaries fuyaient une île qui n'avait plus rien de paradisiaque. Cet été, l'Algérie affrontait sa pire invasion en 15 ans. Il y a un mois, des criquets visitaient les pyramides d'Égypte avant de faire étape en Israël. Face à ce fléau cyclique, aucune solution vraiment satisfaisante. Est-ce que c'est le lance-flamme sur les criquets adultes? Est-ce qu'il faut utiliser des insecticides comme le lindane ou d'autres produits de ce genre-là, ou le DDT? Cela a des conséquences sur l'être humain. Dangereux pour l'homme et la nature, ces insecticides coûtent également cher. Il faudrait 100 millions d'euros pour maîtriser l'actuelle recrudescence de criquets en Afrique. La communauté internationale, elle, ne se presse pas pour payer la facture. Avis maintenant à ceux qui dénoncent la dictature de l'apparence. Il y a 2000 ans, les Romains et les Romaines utilisaient déjà les soins de beauté. Un pot de crème presque intact a été découvert lors de fouilles à Londres. Et la recette n'est pas très éloignée de ce qu'on trouve aujourd'hui dans nos pharmacies. Nicolas Châteauneuf, Frédéric Capron. Il y a 2000 ans, les Romains l'appelaient Londinium. Et la ville n'était pas encore la capitale de l'Angleterre.
Cette petite boîte en étain provient directement de ce lointain passé. Pour un peu, elle passerait inaperçue. C'est pourtant un véritable trésor jalousement conservé au musée de Londres. Les archéologues l'ont découverte il y a un an. À l'intérieur, c'est la surprise, une crème de beauté parfaitement conservée. La première chose qu'on remarque, même aujourd'hui, alors que la crème a séché, c'est l'odeur, très forte. C'est vraiment très puissant, comme de la vieille graisse pourrie, assez désagréable. En fait, vous n'avez pas vraiment envie de vous approcher. Sur le couvercle, des traces de doigts laissées il y a 20 siècles, sans doute par une riche femme romaine qui a utilisé cette crème pour se blanchir la peau, le dernier chic à la mode de Rome. Nous avons beaucoup de récits datant de l'époque romaine qui nous parlent de cosmétiques. D'ailleurs, les auteurs sont souvent des hommes qui se plaignent du fait que leurs femmes et leurs filles passent des heures à se maquiller le visage. À l'université de Bristol, un chimiste réputé a voulu percer les secrets de fabrication de la crème. Aujourd'hui, il est même capable d'en fabriquer sur commande. Un peu de graisse animale, de l'amidon et de l'oxyde d'étain pour la couleur blanche. Laissez reposer, la crème est prête à l'emploi. Au début, ça paraît gras, mais quand vous l'étalez, ça devient comme de la poudre. C'est très agréable. Ça ressemble à une crème moderne en fait. Et c'est logique, l'amidon est toujours utilisé dans nos crèmes de beauté. À l'époque, il n'y avait pas de brevet. Dommage pour les Romains. La folie des truffes, la cueillette semble plutôt abondante cette année. À quelques jours de Noël, gros succès aujourd'hui au marché de Saint-Albert en Dordogne. Il fallait tout de même débourser jusqu'à 800 € pour 1 kilo de truffes. Francis Mazoyer, Bernard Bonarme. Saint-Albert, l'un des marchés à la truffe les plus contrôlés de France. Juste avant l'ouverture, l'heure est aux mises en garde. C'est la règle, la truffe immature, parce qu'elle est trop claire, ne passe pas à la vente. Et je vous remercie par avance de ne pas tricher en remontant sur les tables. Celui qui sera pris en train de tricher sera définitivement exclu du marché. Ici, on joue la transparence. Les prix sont affichés, la truffe doit être brossée, lavée et surtout de bonne qualité. Elle a un bon parfum, elle va aller en catégorie 1. Celle-ci est creuse, très loin dedans. D'office, elle sera en 2. Je vérifie quand même qu'elle est assez mûre. Les premiers clients, par l'odeur alléchée, ne dépensent pas facilement leurs grosses coupures. Vous en voulez pas une truffe? Que j'en fasse? C'est pas Noël encore. Une omelette aux truffes, là, allez, regardez, là. Jusqu'à 800 € le kilo. Les prix sont divisés par 2 par rapport à 2003, année de forte sécheresse, mais ça reste tout de même élevé. Ils demandent très cher, mais bon, on en sera loin cette année, parce qu'il y a de la truffe. Et, et puis la maturité, vous voyez, elle n'y est pas encore, il faut quelques jours de plus. Les producteurs du Périgord sont inquiets, même s'il suffit d'une petite courbette pour trouver la truffe en abondance. Et alors quand on sent la terre, on est à peu près certain que la truffe y est. On n'a pas assez de froid pour obtenir une bonne maturation. Et ça, c'est pas terrible, on risque d'avoir beaucoup de pourris encore dans la saison. Alors que normalement, on devrait déjà avoir de bonnes truffes. Une perle noire qui devrait vite retrouver son rang et toute sa saveur, bien avant les fêtes de fin d'année. La réouverture de la Scala de Milan en présence de Silvio Berlusconi, de Sofia Loren, de Giorgio Armani. Après 3 ans de travaux, le théâtre est remis à neuf et modernisé. Nouveau siège, restauration des sols. Il a été inauguré en fin d'après-midi avec sur scène le même opéra que le jour de son ouverture en 1778. Gérard Grisbeck, Claude Ganous. La Scala des grands jours, avec son lot de personnalités italiennes. Sofia Loren au bras de Giorgio Armani. L'opéra d'Antonio Salieri vient juste de commencer. Salieri, l'ennemi intime de Mozart. Grâce à la baguette de Riccardo Muti, Europe reconnue est devenue une merveille. Pendant plus de 2 ans, on a rénové le théâtre, mètre par mètre. Le lustre, totalement remis à neuf. Les normes de sécurité renforcées. Chaque loge a été déshabillée, la structure refaite. Jusqu'à la dernière minute, des centaines de personnes ont apporté leur contribution pour que tout soit prêt ce soir. Mais le plus spectaculaire s'est déroulé en coulisses. La scène est unique au monde, 18 mètres sous terre, 38 mètres au-dessus. Résultat, 3 décors peuvent être installés simultanément.
On a vraiment fait le maximum. Alors aujourd'hui, comment dire, on joue en première division, on est même hors classe. Un prestige qui s'est longtemps appelé Maria Callas, la voix du siècle. Et le secret de ce succès se trouve tout à côté du théâtre, l'Académie. C'est l'école de la Scala, les 15 ou 20 meilleurs venus du monde entier. Demain, ils nous feront vibrer de plaisir. Si on réussit à chanter à la Scala, après on ne devrait plus avoir de problème. À n'en pas douter, la relève de la Callas se prépare. Sport, Alex Thomson contraint d'abandonner le Vendée Globe. Le Britannique était en difficulté depuis plusieurs jours. Et puis sachez que Laure Manodou continuera à porter les couleurs de la France, mais elle ne participera pas au championnat d'Europe petit bassin. Dans un communiqué, la nageuse a voulu calmer le jeu aujourd'hui, alors que la fédération avait organisé une conférence de presse pour s'expliquer. Laure Manodou, triple médaillée olympique, a estimé que son record du monde sur 1500 mètres a été dénigré dans une interview. On en parlait hier. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet. 20h55, un film inoubliable, Le Magnifique avec Jean-Paul Belmondo. Minuit 20, dernier journal, Laurence Piquet. Dès 6h30 Télématin et dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Christian Estrosi, député UMP des Alpes-Maritimes. On se quitte sur ces images d'un renne. Nous ne sommes pas en Laponie, ni même en Norvège. Non, nous sommes à Boulogne, près de Paris. L'animal avait faussé compagnie à son cirque et il s'est joué des pompiers, des gendarmes pendant 24 heures avant d'être finalement capturé au lasso. À demain.